Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bonne année, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de notre matinale d'infos sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios qui sont 130 radios indépendantes sur tout le territoire français qui sont nos partenaires, avec les télés locales de France et avec TV5 Monde. Deux parties dans cette matinale, vous savez, le JT des territoires dans un instant, suivi du club de la presse et ensuite après la météo de 8h, c'est l'invité politique de Territoire d'Info. Aujourd'hui c'est Hervé Morin, vous le savez, le président des centristes, président des régions de France, ancien ministre et président de la région Normandie. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un instant. On démarre ce journal avec les inondations et crues dans plusieurs départements de France. Vous le savez, avec 15 d'entre eux en alerte orange. Après le passage de la tempête Eleanor, les Vosges ont affronté des pluies continues qui ont amené crues et inondations. Et la vallée de la Moselle a été particulièrement touchée. La vigilance orange inondation concerne désormais les rivières Meurthe et Meuse-Amont. En conséquence des pluies et de la fonte des neiges, des communes connaissent des problèmes d'eau potable. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Après la tempête Eleanor, les Vosges auront affronté des pluies continues ces 2 derniers jours. Résultat, des scènes impressionnantes un peu partout, des routes inondées, voire coupées, l'eau qui pénètre dans les caves. Ici à Épinal, la Moselle qui enfle et charrie toutes sortes de détritus. À Gérardmer également, le petit ruisseau de la Mérelle qui se jette dans le lac s'est démultiplié. Et surtout, le lac atteint un niveau record, ce qui en étonne plus d'un. Vous l'aviez jamais vu comme ça? Si. J'ai déjà vu l'eau sur les quais là. Mais là, on n'en est pas loin. S'il pleut, ils annoncent encore de la pluie aujourd'hui. Alors, s'il pleut aujourd'hui encore, demain, j'ai peur qu'il remonte encore. Hein. Quand même rare de le voir aussi haut. Et qui a débordé jusque ça a dépassé les quais. J'ai des palmes dans la voiture. La préfecture se veut rassurante. Le niveau du lac de Gérardmer est désormais stabilisé et le risque de submersion écarté. Mais devant l'ampleur de ces phénomènes naturels, les habitants faisaient contre mauvaise fortune bon cœur. J'ai un ruisseau qui a dévalé devant ma maison. Voilà, ça rentrait dans la maison, j'ai dévié un peu quand même. Et maintenant j'ai une piscine à la place du parking. En espérant que tout va s'arranger pour tout le monde, parce que ceux qui sont au bas de la Moselle, là, ils vont débrouiller. La décrue s'amorce lentement, mais la situation était suffisamment grave jeudi soir pour déclencher en préfecture la cellule de crise du centre opérationnel départemental. Autour du préfet, tous les services de l'État concernés. Cellule de crise levée à 2h ce matin, mais le préfet reste prudent. Au moment où je vous parle, la situation sur la Moselle va à l'amélioration, c'est-à-dire qu'on a commencé la décrue lentement. C'est un mouvement qui est contrarié par les précipitations. Il continue à pleuvoir, beaucoup moins qu'hier, heureusement, mais il continue à pleuvoir. La fonte des neiges continue également à se produire. Donc, ce sont deux phénomènes qui gênent la décrue, mais clairement sur la Moselle, les choses sont à l'amélioration. Les Vosges auront été durement impactés. Selon Météo France, de mercredi à jeudi 13h, le département a reçu l'équivalent de 15 jours de pluie. Des rivières ont atteint des pics, la Moselle est montée à 2,63 m, le record est de 3,15 m en 1947. Les interventions des pompiers et des gendarmes se comptent par centaines dans la nuit passée. Ces intempéries ont une nouvelle conséquence avec la dégradation de la qualité de l'eau potable pour 20 communes au nord d'Épinal et une contamination microbiologique est à craindre localement pour 2 particulièrement, Chantraine et ici Porcieux. Donc là où elle est puisée, l'eau de la Moselle. L'alerte a été lancée par l'agence régionale de santé. Les habitants ont reçu des recommandations. On a un certain nombre de communes sur lesquelles il est fortement recommandé, conseillé de ne pas boire l'eau du robinet, sinon après l'avoir fait bouillir. Donc c'est une eau qui est parfaitement consommable en cuisine au fond parce qu'elle chauffe, elle bout, mais de ne pas la boire sans l'avoir fait bouillir ou tout simplement évidemment de consommer de l'eau en bouteille. Et on a le cas particulier de 2 communes dans lesquelles le niveau de vigilance doit être plus élevé parce que là on a des analyses qui sont plus mauvaises. Donc les maires sont informés. On travaille avec les équipes municipales actuellement sur cette situation.
Selon le préfet, les stations de pompage et d'épuration ont pu souffrir des inondations. Le préfet qui citait encore des points sensibles à la mi-journée, des maisons inondées à Châtel-sur-Moselle. Mais c'est important dans tout cela, aucune victime à déplorer. La vigilance orange inondation est maintenue pour les rivières Meurthe et Meuse-Amont. Les autres tronçons sont en vigilance jaune et la décrue est amorcée pour la Moselle. Retour en Ile-de-France, on parle accessibilité à présent. Paris est la ville la mieux desservie en transport en commun au monde. Et pourtant, l'accessibilité au métro des personnes à mobilité réduite est très en retard dans la capitale. Sur près de 300 stations de métro, seules 9 sont accessibles, 3% seulement du réseau. Alors que la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, promettait un métro zéro escalier, zéro marche, ce chantier est-il vraiment réalisable? Des éléments de réponse dans ce reportage de Thomas Herman de Via Grand Paris. Alain emprunte quotidiennement la ligne 14 du métro parisien, la seule équipée d'ascenseur. Un trajet qui devient compliqué lorsque ce retraité, membre de l'association des paralysés de France, veut emprunter une autre ligne. Pratiquement tous les jours, je vais d'ailleurs très souvent à Sartrouville, donc je prends la ligne 14 jusqu'à la gare de Lyon. À la gare de Lyon, je vais au guichet pour me faire connaître, pour qu'on vienne me chercher, de façon à ce qu'un agent me mette avec une palette dans le RER A, qui lui est accessible. Ensuite, il téléphone à la gare de Sartrouville pour savoir si l'ascenseur fonctionne. Rendre accessibles les 303 stations coûterait 4 à 6 milliards d'euros. Dans 50% des cas, cette accessibilité est techniquement impossible avec la présence d'égouts et de terrains instables. Cependant, la RATP entretient un dialogue avec tous les parties prenantes concernés par l'accessibilité. Pour autant, on a quand même un programme qui est d'ailleurs défini avec notre autorité organisatrice qui est Île-de-France Mobilité aujourd'hui, qui est de prolonger un certain nombre de lignes, la ligne 11, la ligne 14, la ligne 4 et la ligne 12. Et ces prolongements de lignes, ces nouvelles stations seront accessibles. Et on ira même au-delà sur ces lignes-là pour rendre accessibles quelques stations à la frontière qui permettront aux personnes en fauteuil d'atteindre les portes de Paris. Ça fera quand même une cinquantaine de stations supplémentaires accessibles. Les chantiers du Grand Paris Express devraient donner un coup de boost à la mobilité. Aujourd'hui, l'ensemble du réseau bus et tramway sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Au total, 1,3 million de personnes handicapées vivent en Île-de-France. Et maintenant, un métier toujours d'actualité dans ce JT, garde champêtre. Direction le Gard, à la rencontre d'une brigade de 5 gardes champêtres qui veillent sur l'agglomération de Sète. Leur objectif, la protection de l'environnement. Ils contrôlent la qualité de l'eau du bassin de Thau, vérifient que les domaines naturels protégés ne soient pas traversés par des véhicules. Un rôle de prévention, mais aussi de répression qui n'est pas connu des citoyens. Pourtant, ils effectuent pas moins de 650 interventions par an. Anaïs Tourès pour Via Occitanie. En apparence, ces deux hommes ont tout de la police municipale. Mais détrompez-vous, cette brigade verte est en fait chargée de veiller à l'environnement. Sur le port de Bouzigues, ils vérifient qu'il n'y ait pas de pollution visuelle de l'eau, avec des hydrocarbures par exemple. Donc on fait de la police de l'eau, de la lutte contre la cabanisation, c'est toutes les infractions liées au code de l'urbanisme. On fait la surveillance générale bien sûr, les contrôles des obligations légales de débroussaillement. Armés de leur appareil de mesure, les brigadiers effectuent ici des prélèvements dans les temps de Thau. Pour voir si l'eau est propre, si elle n'a pas été infectée par des salissures. Donc tous les mois, on fait des prélèvements d'eau pour vérifier la qualité de l'eau. Et là, qu'est-ce que vous avez constaté ? Pour le moment, que l'eau était froide, qu'il y avait 38% de salinité. Après, pour les prélèvements, on va les envoyer au laboratoire et ils seront analysés en laboratoire. Donc on en saura plus d'ici 2 jours. Sur les hauteurs de Gijan, les gardes champêtres veillent. Dans cette zone protégée, ils doivent s'assurer qu'aucun véhicule ne circule, mais ont aussi un rôle de prévention auprès des citoyens. Ils ont une image un peu désuète du vieux garde champêtre dans les villages, mais on existe toujours et les missions ont été adaptées à la modernité d'aujourd'hui. Donc on leur explique et ils sont agréablement surpris de voir qu'il y a un autre corps de police qui est aussi sur le terrain pour veiller à leur sécurité.
En 2016, les 5 brigadiers ont réalisé plus de 650 interventions. Sans transition, mais on reste dans le Gard. La production de grenades a le vent en poupe. Rencontre avec Christophe Gourgas, producteur à Gaillargues-le-Monteux. Il a fait le pari, il y a une dizaine d'années, de planter plus d'1 millier de grenadiers. Riche en polyphénol, aux propriétés antioxydantes qui joueraient un grand rôle dans la prévention du vieillissement des cellules, la grenade apparaît de nos jours comme l'un des fruits les plus sains sur Terre. Patrick Maillet pour Via Occitanie. La grenade pousse très bien dans le Gard. Christophe Gourgas, producteur à Gaillargues-le-Monteux, a fait le pari, il y a une dizaine d'années, de planter plus d'1 millier de grenadiers. C'est un fruit qui n'a pas trop besoin de traitement, même pas du tout. Je compare la grenade au kaki, vous savez, où il y en a partout dans les villages, même des grenadiers, où on n'y fait rien et on récolte le fruit après à l'automne. D'octobre à décembre, c'est le moment de la récolte pour ce fruit qui pousse tout autour du bassin méditerranéen. 3 variétés principales sont utilisées par cet agriculteur. Ici, c'est une variété Wonderful qui est toute rouge et acidulée. La Provence qui est plus rosée et qui est moins rouge et plus sucrée. On a une autre variété encore qui a grosse arille, sans trop de pépins. À 80%, je presse tout en jus. Pour faire des jus, premièrement, ça se consomme toute l'année. On est moins stressé à le vendre. Et quand il y a des belles grenades, je les vends aussi à des clients qui viennent à la maison, qui eux veulent les manger en frais. Et c'est des bons clients qui reviennent après quand j'en ai plus, ils consomment du jus. Voilà. À ne pas confondre avec la grenadine qui n'a rien à voir avec la grenade, mais est issue de fruits rouges, le jus de grenade correspond, lui, à une pression à froid de ce fruit si particulier. Donc, les grenades, comme vous le voyez, sont passées dans le broyeur. Et puis elles ressortent, elles s'épluchent, parce qu'on voit les peaux qui sont par terre. Et les graines sont montées par la pompe dans le pressoir. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire tourner le pressoir et le jus va couler par-dessous. Un bon jus de grenade, le mien, il est bien rouge et épais. Quand on le fait tourner dans le verre, bon, il est épais, on sent qu'il ne coule pas. Vous voyez, le verre encore est rouge. Riche en polyphénol aux propriétés antioxydantes qui joueraient un grand rôle dans la prévention du vieillissement des cellules, la grenade apparaît de nos jours comme l'un des fruits les plus sains sur Terre. Et à la vôtre, merci. Et évidemment, vous vous en doutez, on termine ce journal avec la galette des rois. C'est souvent frangipane ou pomme dans une pâte feuilletée, sauf à Dunkerque. Découverte de la galette beurrée pour finir ce journal avec Caroline Fichten pour WEO TV. Une galette des rois, c'est ça, sauf à Dunkerque. Ici, c'est la tradition, on mange une galette beurrée pour l'épiphanie. Cette pâte briochée, garnie de crème au beurre, aromatisée ou non au rhum, sera sur la table de très nombreux Dunkerquois ce week-end. Pendant la période de l'épiphanie, on va vendre à peu près 3000-3500 galettes, avec évidemment les trois quarts des galettes qui seront des galettes beurrées. On vend évidemment dans le Dunkerquois beaucoup moins de galettes feuilletées et de galettes pommes que dans d'autres régions. Donc nos galettes sont froides. On va passer dans l'autre laboratoire pour les garnir. Dans la galette beurrée, n'espérez pas trouver de la frangipane ni même de la pomme. La recette ici est simple en apparence, mais surtout très savoureuse. C'est la recette tradition des Dunkerquois. Beaucoup en mangent depuis leur enfance. Depuis toujours, depuis que je suis dans ce monde. C'est une galette. Avant, c'était les parents qui les faisaient, et maintenant, on vient se servir là où il y a de la qualité. La galette traditionnelle, pour moi, c'est la galette beurrée. Elle est moelleuse, elle est bien garnie et la crème est parfaite. Alors bien sûr, il existe de légères variantes dans les galettes beurrées, une brioche plus ou moins moelleuse et aérée, et surtout la présence ou non d'une pointe de rhum. Ici, le choix du pâtissier, c'est de ne pas en mettre. Historiquement, il y a certains pâtissiers qui mettaient du rhum. Il y a maintenant pas mal d'années, on a arrêté de mettre du rhum parce que c'est aussi un gâteau pour les enfants. Et voilà, j'estime important de ne pas donner d'alcool tout de suite aux enfants. On va remettre la fève. Les Dunkerquois ont donc leur galette bien à eux. Seul point commun avec toutes les autres, la fève. Dans cette pâtisserie, une fève à l'effigie de Jean Bart, évidemment. Voilà, fin de ce journal. Le JT des territoires continue. Dans un instant, c'est le club des éditorialistes. Puis à 8h, l'invité politique après la météo, c'est Hervé Morin, président des centristes, président des régions de France, ancien ministre et président de la région Normandie. Mais tout de suite, c'est la une de vos quotidiens en région. On regarde ces unes ensemble. On
On prolonge cette revue de l'actualité matinale avec les unes de la presse quotidienne régionale. On démarre par La Dépêche, le journal dirigé par José Biosca et Jean-Claude Souléry. La mort d'une certaine France, c'est le symbole des années yéyé et de leurs insouciances. France Gall est décédée hier à l'âge de 70 ans. Elle fut l'égérie naïve de Serge Gainsbourg, mais surtout l'interprète inspiré évidemment de son mari Michel Berger. Inspiré, c'est aussi le joli titre du journal dirigé par Philippe Palla, Le Midi Libre. La groupie rejoint son pianiste un mois après Johnny Hallyday. France Gall s'est éteinte dimanche à l'âge de 70 ans. Pour Sud-Ouest, aussi inspiré, Jean-Pierre Dorian, le rédacteur en chef, a décidé d'un titre France Gall. Elle donnait tout pour la musique. Elle aura marqué de son empreinte 30 ans de chansons françaises. Muse de Gainsbourg et de Michel Berger. Elle est morte des suites d'un cancer, vous le savez. Pour la Nouvelle République, c'est notre jeunesse qui s'en va. À la une également, France Gall. Et puis, Ouest France, la mort de France Gall, bien sûr, mais revient sur l'actualité internationale avec une de ce premier quotidien francophone du monde. Macron rend visite à l'ogre chinois. Pour la Provence, c'est le réseau SNCF en question, le point de rupture, alors que les dirigeants de la SNCF sont convoqués aujourd'hui au ministère des Transports après une série de pannes et d'incidents. L'état du réseau inquiète en PACA. Des millions d'euros sont nécessaires à la remise à niveau des installations. Pour l'Est éclair, c'est sous les eaux. Les crues hivernales n'ont pas épargné la côte des Bars, inondant notamment Bar-sur-Seine, mais aussi de nombreux villages, comme ici Jaucourt. Une photo impressionnante à la une de l'Est éclair. Pour Paris-Normandie, édition Le Havre, nous recevrons tout à l'heure Hervé Morin à 8h, le président de la région Normandie. C'est la Normandie manque de médecins spécialistes, c'est la pénurie de gynécologues qui inquiète cette région aujourd'hui. Nous passons à la une du Maine Libre, l'édition du Grand Mans. Les patrons d'hôtels dénoncent Airbnb au Mans. À la tête de l'Union des métiers de l'hôtellerie en Sarthe, Philippe David a recensé 184 offres dans le département. Inquiète la profession, en appel à l'État. Le Berry républicain, titre sur ces robots au service de l'enseignement. Ils aident notamment les enfants à apprendre l'anglais et les maths. Convaincu de l'intérêt pédagogique du projet Berruyer, c'est son nom, l'éducation nationale vient de s'équiper et va former les enseignants du Cher. C'est à la une du Berry républicain. Si vous souhaitez lire ces articles et vous n'appartenez pas à ces régions d'origine, vous pouvez aller sur les sites internet de la presse quotidienne régionale. Je vous y encourage car ils sont fort bien faits. Voilà, Club de la Presse ce matin. Bonjour et bonne année, messieurs. Jean-Michel Elvig, de la République des Pyrénées. Bonjour Jean-Michel, merci d'inaugurer cette nouvelle saison avec nous ce matin. Et Hubert Coudurier, qui dirige l'information du Télégramme, président de TBO, Télé Bretagne Ouest. Merci Hubert et bonjour. La chanteuse nous a quittés dimanche à l'âge de 70 ans. Elle laisse un répertoire époustouflant selon le Parisien ce matin. La disparition de France Gall, c'est une partie de la culture de la chanson française de ces années yéyé, comme on disait, qui s'en va. Un hommage unanime à la une de la presse quotidienne régionale, vous venez de le voir, à commencer par votre journal Hubert Coudurier avec une très belle photo en une. Oui. C'est au-delà des souvenirs que France Gall nous inspire. C'était une enfant de la balle. Son père, Robert Gall, était parolier. Son grand-père maternel avait créé les petits chanteurs à la Croix de Bois. Elle a eu une brève histoire avec Claude François. Elle a vécu avec Julien Clerc. Donc elle était depuis l'âge de 16 ans, depuis Charlemagne, en 64 je crois. Elle était vraiment dans le bain. Et jolie votre photo là où elle fait un bonjour, sacré destin. J'ai remarqué que beaucoup de photos d'ailleurs étaient en noir et blanc pour le décès de parce que ces années-là étaient aussi empreintes de noir et blanc. Voilà, c'était l'ORTF. Jean-Michel Elvig, c'était quoi ces années yéyé? C'était des années plus insouciantes, c'est les années plus faciles. C'est les années post-yéyé, mais pour ce qui est de France Gall, m'évoque une chanson qui n'est pas d'elle, mais qui est un peu contemporaine, qui était la chanson de Enzo, juste quelqu'un de bien. Vous savez, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Et ça la résume assez bien par ses engagements artistiques, humanitaires. C'était quelqu'un de bien. On pourrait en rester là, mais je pense qu'aussi au-delà, elle incarne toute une génération absolument extraordinaire qui est post-yéyé. C'est des comme Balavoine, Berger, Goldman, Souchon et d'autres, Julien Clerc, qui heureusement sont bien vivants. Et c'est toute une génération très créative qui a
apporté au yéyé la profondeur, un sens musical, une capacité à allier le son, les mots de façon plus anglo-saxonne qu'auparavant. Et c'est avec des airs et des chansons qui restent dans toutes les têtes, même si on n'était pas un fan de Franz Gall, n'importe qui d'entre nous, enfin moi le premier, moi parmi d'autres, dès que j'entends un quart de mesure, je dis tiens, ça c'est... Franz Gall. Jean-Michel Lévy, qui appartenait très longtemps au journal Libération, je le rappelle, parce que... Oui, voilà. Ou Michel Berger. Où Michel Berger avait écrit d'ailleurs des reportages. Enfin, c'est une. Il faut quand même rappeler juste qu'au-delà de tous ces souvenirs qui sont quand même assez heureux, puisque c'est la génération flamboyante de l'après-guerre, c'est une vie assez triste, puisque ni l'un ni l'autre ne s'était remis de la mort de Pauline, leur fille, de la mucoviscidose, une maladie qu'on connaît bien en Bretagne, que Michel Berger en était sans doute mort à l'âge de 44 ans et qu'elle-même en a fait un cancer, et que ces destins qui peuvent sembler flamboyants ne sont pas toujours pour les principaux intéressés. Michel Berger est mort avant sa fille. C'est une autre époque. Et ce matin, j'entendais que Serge Gainsbourg avait fait chanter à Franz Gall une chanson. Quand une fille dit non, ça veut dire oui. Dire la même chanson aujourd'hui, il serait poursuivi pour incitation au viol. C'est une autre époque. C'est vrai, une autre époque. Bon, est-ce que c'était des années plus insouciantes, plus faciles au fond, et que la disparition de Franz Gall nous fait apparaître la disparition de ces années-là aussi? Ou est-ce qu'elles apparaissent plus faciles maintenant? Elle apparaît à la fin des années 80. On est déjà dans la crise. Alors, on n'a peut-être pas la perception qu'on en a après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, on ne parle plus que d'un monde en crise. À l'époque, c'était plus récent, mais c'était quand même un monde difficile. Il ne faut pas non plus enjoliver. C'était toujours mieux avant. Oui. C'était la guerre froide. Il y avait sans doute une prospérité économique qu'il n'y a plus. Mais il y avait aussi un certain nombre de menaces inquiétantes qui pesaient sur l'humanité. Le chômage de masse, ça date des années 80. Au début, ça n'est pas non plus une invention récente. Voilà, 3 ans après les attentats djihadistes, on passe au second thème de ce club de la presse contre Charlie et l'hypercacher. Emmanuel Macron s'est rendu sur les lieux des attaques hier. C'était le 11 janvier 2015 qu'elles ont eu lieu. 4 millions de Français descendaient dans les rues avec un slogan « Je suis Charlie ». Jean-Michel Elvig, je suis Charlie. 3 ans après l'unité face aux attentats, la politique, le débat et les conflits ont repris rapidement. Un esprit de résistance grignoté par le relativisme, une certaine forme de lâcheté ou d'accoutumance au pire, vous dites. Oui, tout se mélange un peu. C'est à se demander si... on peut se demander parfois si un crime comme celui commis contre Charlie se reproduisait, s'il y aurait le même mouvement. Mais on peut aussi se demander si un Salman Rushdie, aujourd'hui, susciterait la même vague de soutien. Il y a des évolutions alors de tous ordres. Et puis, il faut quand même aussi penser à quelque chose, c'est que après Charlie, il y a eu le Bataclan, après le Bataclan, il y a eu Nice, après Nice, il y a eu Saint-Étienne-du-Rouvray, et une succession. Donc une espèce, chaque fois, les limites du pire sont repoussées. Aujourd'hui, rester Charlie est plus lié à un rejet des intégrismes religieux, et de ce point de vue-là, c'est un problème à gauche où il y a quand même toute une partie de la gauche qui veut faire a repris à son compte ce fameux slogan sur l'islamophobie, qui est une imposture, parce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas critiquer l'islam comme on critique le catholicisme ou le protestantisme ou je ne sais quoi. Donc je pense que rester Charlie, c'est important, mais c'est plus un slogan aussi fédérateur que cela a été par le passé. Hubert Coudurier, dans le Télégramme dont vous dirigez l'information, Christine Claire revient sur la France de Charlie, pointant que nous allions bientôt déchanter. C'est la France de Charlie. Elle dit notamment, nous allions bientôt déchanter en découvrant que dans plusieurs collèges de banlieue, des élèves avaient refusé d'observer la minute de silence pour les victimes, tandis que 78% seulement des Français se disaient concernés. Or, ils ne sont plus aujourd'hui que 61% les moins de 35 ans. Au-delà de la banalisation de la violence, comme le rappelait Jean-Michel,
qui, après une période de sanctuarisation du territoire national suite aux attentats de 95, a montré à quel point le phénomène djihadiste était enraciné et nous projetait dans une guerre de 30 ans. On s'aperçoit effectivement, à l'époque, il y avait eu quelques voix discordantes derrière l'unanimisme national. On s'aperçoit aujourd'hui que les thèses complotistes touchent ou parlent à 79% de la population. 78%, oui. Et on voit que finalement, les choses ne sont pas aussi bien structurées, organisées. La déradicalisation ne fonctionne guère. Il y a aussi beaucoup d'interrogations sur les dysfonctionnements des services de renseignement. Il y a Pourquoi plutôt les moins de 35 ans d'ailleurs? Pourquoi c'est cette génération, chômeurs mais aussi ouvriers, agriculteurs, qui se moquent du combat pour la liberté d'expression? C'est ce qu'écrit Christine Claire. Je pense que la France est un pays qui a peut-être des problèmes avec son histoire coloniale, qui n'a pas structuré comme aux États-Unis un roman national, avec un patriotisme qui s'exprime dans toutes les classes de la société. Et donc il y a un problème éducatif, il y a un problème, la question de la laïcité dont parlait Jean-Michel est aussi une question qui doit être portée par le président de la République et qui suscite des critiques, puisque c'est un sujet difficile, où il faut ne pas en faire trop, mais il faut quand même en faire suffisamment pour exprimer ce que sont nos valeurs. Et le président Macron, qui semble pour l'instant mener tambour battant des réformes, dont on verra l'efficacité dans un an ou deux, est aussi attendu sur ce terrain sociétal. Hubert Coudurier du Télégramme, Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées, vous restez avec nous. Tout à l'heure, nous recevons, après la météo, Hervé Morin, le président des centristes, président des régions de France, ancien ministre et président de la région Normandie, et vous débrieferez les questions auxquelles il aura répondu. Voilà, on se retrouve dans un instant avec Hervé Morin. Tout de suite, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui, mais aussi dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. On la regarde ensemble. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.